Donc, Black Dog, est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film, Mathieu? Bah oui, j'allais commencer par dire c'est l'histoire 2 et je sais pas comment il s'appelle, mais peut-être qu'il a pas de nom. Langue. Lang, ouais, bien Oui. joué, ouais, exactement, c'est Tout ça. à fait, C'est ouais. l'histoire d'un personnage assez, pas mystérieux, mais mutique, un homme qui ne parle presque jamais du film, qui voilà, rentre chez lui, on comprend qu'il sort de prison, il a purgé une peine pour avoir assassiné un jeune homme voilà, dans sa jeunesse. Il rentre dans sa ville natale, qui est une ville à proximité du désert de Gobi, extrêmement pauvre, désindustrialisée, un peu en désuétude. C'est une ville qui tombe un peu en lambeaux comme ça, abandonnée. Ça se passe en 2008, juste avant le début des JO de Pékin de 2008. Et dans cette ville, en fait, il y a tout un tas de chiens errants qui ont été abandonnés par leur maître lors du départ, une sorte d'exode. En fait, toute la ville s'est dépeuplée à cause de un peu de la fin d'un temps économique pour cet endroit. Et le personnage, au début, va se retrouver un peu comme ça, embarqué dans une opération un peu de nettoyage ethnique des chiens, on pourrait dire, commandité par la municipalité pour rendre la ville plus belle et attirer les investisseurs. Et au cours de ces opérations où voilà, il y a des sortes de rafles des chiens errants dans des rues, le personnage rencontre, en réalité il l'avait rencontré un peu avant, mais voilà, va faire la connaissance d'un chien, un lévrier noir assez sauvage, assez menaçant, hostile, et progressivement le film va raconter en fait leur amitié, on pourrait dire, l'apprivoisement un peu de l'un par l'autre, et voilà, la naissance de ce couple étrange, d'un personnage de très peu de mots, qui dit presque rien, et d'un chien comme ça qui va apprendre à vivre à ses côtés. Voilà. Sorte de film, disons, à la fois réaliste, avec des accents un peu comiques, un peu cosmiques, une étrangeté générale du film. Voilà. Il a eu un prix à Cannes, non? Oui, prix un certain regard, dernier festival de Cannes. Il est donc voilà, dans cette compétition-là. Et bon, je crois que c'est un peu distingué du reste. Mais après, je connaissais pas la programmation, j'ai pas vu les films, bien sûr, mais voilà, il a été primé. Film chinois d'un cinéaste dont j'ai lu juste avant, là, en arrivant, que c'est pas du tout son premier film. C'est quelqu'un qui fait du cinéma, en fait, depuis assez longtemps. Il est né en 68. Et ce qui est étrange, c'est que c'est, je crois, un peu son premier film, c'est ce que j'ai lu, là je répète vraiment comme un perroquet, son premier film, disons, d'auteur assez personnel. Sinon, c'est quelqu'un qui fait du cinéma vraiment industriel, de studio ou officiel. Distribué à l'international quand même, ou non, son premier alors, film, en tout cas, dans l'autre sens. c'est son premier film distribué en France, celui-ci. Je pense que les autres sont vraiment à destination d'une exploitation pour le public chinois. C'est des films un peu, je sais pas, des blockbusters, quoi, voilà. Et voilà, il a fait ce film Black Dog. Bon, beaucoup plus sans doute modeste par rapport à ses projets précédents. Dont on sent qu'il peut y avoir un potentiel blockbuster. C'est comme si c'était le préquel d'un blockbuster, tu sais, où tout se prépare, ça chauffe un peu, ça s'intensifie, mais bon, ça reste quand même un film contemplatif, relativement calme. Ouais. T'as envie peut-être de commencer? Oui, alors on l'a vu ensemble hier avec Mathieu, et on a déjà un peu discuté. En sortant, je lui ai dit que j'avais envie d'apprécier le film, mais que j'arrivais pas vraiment à recoller les bouts de ce qui me plaisait, en fait. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a un peu différents pans dans l'esthétique du film. Il y a le côté un peu, comme tu dis, cosmique, un peu métaphysique, un peu réflexion sur le monde, sur le rapport entre l'homme et la nature. Voilà, un homme solitaire face à des grands espaces, un peu en marge comme ça, surtout dans un contexte où tout est démoli dans un contexte de développement industriel, les JO et tout. Et la question de la reprise en main par les animaux, en fait, par la faune du territoire. Donc il y a ce côté-là, et le côté en fait un peu plus social, un peu plus narratif, peut-être un peu plus conventionnel entre guillemets dans cette histoire de rasage, de nettoyage, où on veut chasser tous les chiens et tout, et puis lui il se désigne un peu comme sauveur, et il va sauver un par un les chiens. Donc il y a plusieurs éléments narratifs comme ça, plusieurs arcs de l'intrigue, peut-être un peu trop, je trouve, qui polluent tout le potentiel philosophique en fait et existentiel du propos du film. C'est un peu ma première impression. Ouais. Mais c'est marrant parce que je me reconnais plutôt pas mal dans ce que tu racontes sur l'envie de l'aimer. Ouais. Mais en même temps un peu la difficulté à vraiment beaucoup l'apprécier, à vraiment beaucoup rentrer dedans. Je pense que j'aime beaucoup le dispositif formel du film, qui est de faire quasiment que des plans, si ce n'est large, au moins moyen,
d'être toujours un peu à distance des personnages, de toujours les remettre dans leur espace, toujours à jouer l'interaction entre le personnage, l'espace, les autres, enfin tout coexiste toujours dans les plans. Il n'y a pas de gros plans sauf à la toute fin. On pourrait rapprocher ça en tout cas c'est un plan plus serré quoi. Et ça joue beaucoup sur la sensation physique de l'aridité, de l'impuissance des corps. Vraiment tout du long du film, on sent, comme vous l'avez dit, espace désindustrialisé, pas de travail. Les chiens en fait sont presque aussi errants que les hommes dans le film, et c'est ça qui est touchant, c'est cette idée de rendre ce personnage très mutique, et donc de le faire en fait parcourir les rues de la même façon que les chiens le faisaient. Et d'ailleurs, leur rencontre commence par une similarité physique qui est qu'à un moment, lui, il pisse dans un coin sur un bâtiment et le chien arrive et revient pisser par-dessus lui pour remarquer son territoire. Donc, vraiment une connexion dans la simple... vivacité... Non, c'est des êtres vivants et il y a beaucoup de points communs entre les deux. Mais c'est vrai que le film rentre, on va dire presque... J'ai l'impression que le film se sent obligé de rentrer dans quelques carcans narratifs obligatoires qui font que je m'intéresse moins typiquement à son histoire de rivalité avec cette sorte de gang qu'il y a dans la ville, que ces histoires de vengeance, d'attaque, de fuite, etc. me semblent à chaque fois moins intéressantes et je décroche un peu du film quand ça a lieu. Même si en fait j'aime bien le côté que ça a aussi de refaire un miroir avec les animaux, c'est-à-dire un peu les meutes de chiens, un peu les affrontements bêtes et méchants, le côté loi du talion, un peu vraiment. Sauf que, n'empêche que j'aurais préféré que le film assume plus son côté sans voix, sans ligne de scénario très précise, sans la rencontre avec la jeune femme avec laquelle il va tisser une forme d'amour, même si, encore une fois, j'entends que ça serve de miroir, mais je trouve qu'on y perd dans le côté sensitif et sensible du film, qui joue beaucoup de séquences sans musique, ou d'une petite musique sur une radiocassette, mais qui passe ponctuellement, sans jamais, on va dire, se morfondre dedans. Souvent, la musique est interrompue, ou très faible, quelque chose comme ça. Donc on est souvent là, plus, en fait, à contempler les panoramiques. Le film est extraordinairement bien cadré, je trouve la photo vraiment sublimissime et c'est assez impressionnant cette sorte de... c'est de la pellicule, mais on sent la matière de la pellicule comme rarement j'ai vu un film argentique utiliser ce potentiel-là de le désert, le sable, les bâtiments, le crépi, enfin tout prend vie quoi, tout prend vie devant nos yeux. Et là il y a le tout premier plan du film dans la bande-annonce qui est extraordinairement beau, qui est donc ce fameux désert de Gobi. Pas grand chose qui se passe, tout d'un coup une camionnette arrive très lentement au loin, une vague de chiens passe, la camionnette se retourne et on prend le temps de contempler le sable qui s'élève, cette sorte de, pas de tornade mais en tout cas de la poussée cascade de fumée. se fait dans ce même nuage, plan. Ouais, tout se passe dans le même plan. Et c'est assez phénoménal. Oui, moi je vous rejoins tout à fait, à la fois dans votre appréciation du film avec ses réserves et voilà dans la description que vous faites, parce que finalement c'est un peu ça qui m'a dérangé, c'est le côté à la fois pas assez... Enfin, on dirait que c'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises, qui n'ose pas aller jusqu'au bout d'un geste assez radical où la narration serait très fortement limitée, le personnage ne dirait rien, mais alors ça c'est une chose qui est jamais vraiment expliquée, même si on peut émettre tout un tas d'hypothèses sur cette raison, mais ça aurait été possible de rendre le film plus radical, plus rugueux, j'ai l'impression qu'il cherche parfois un peu à rétablir du sens, ou à donner comme ça un peu des gages narratifs. Tu parles de tout cet arc autour de la vengeance, du gang, qui je trouve contient plein de moments de faux départ, des scènes que j'arrivais pas très bien à situer, je comprenais pas ce qui arrivait vraiment, mais c'est pas à mon avis à mettre au crédit mais peut-être que je me trompe, de l'étrangeté du film ou des mystères, des lacunes qui persistent, mais plutôt de défauts d'écriture. Il y a un moment donné, il va chercher le boucher, qui s'appelle U d'ailleurs,
quand j'ai découvert j'ai vu son nom, il s'appelle pareil que le personnage le plus, disons, négatif du film, Ok. entre guillemets. Et on le voit dans son espèce de, je sais pas quoi, La ferme à serpent. ouais, de sa ferme à serpent, mais on comprend pas très très bien, enfin rien ne nous explique pourquoi il est dans cette situation. On a l'impression qu'aussi, enfin après, Diane, tu as proposé une explication que je trouvais logique, mais moi j'avais du mal à m'investir émotionnellement dans toutes les scènes, parce que parfois les actions des personnages m'échappaient largement, je voyais pas vraiment ce qui les motivait. Je trouvais que les allers-retours étaient parfois brutaux, pardon. Et par ailleurs, tu parles du premier plan où il y a l'accident, effectivement, le camion le bus plutôt se retourne parce que donc je sais pas, le chauffeur a paniqué de voir cette horde de chiens débarquer nulle part, qui est un plan assez impressionnant. Où il y a, je sais pas, une centaine de chiens qui d'un coup dévalent une colline, arrivent sur la route, la piste comme ça de terre. Un peu plus tard, il y a un autre accident, assez encore pour moi obscur dans ses motivations, mais qui sert à mon avis surtout à nouer pour la première fois les deux, enfin le personnage de l'homme et le personnage du chien dans une nuit qui doivent passer ensemble dans le désert avec une tempête, ils peuvent pas s'échapper, donc ils ont froid, et c'est à la fois un peu touchant parce qu'on sent que c'est vraiment deux êtres vivants soumis à la nature, à sa violence, et après c'est que en se mettant corps à corps qu'ils peuvent survivre grâce à la chaleur de l'eau. Donc ça c'est assez joli, même si ça va empirer juste après. Mais en termes de, je sais pas, de pure crédibilité scénaristique, narrative, moi j'avais du mal. Je me dis que c'est ok, il a pas cherché très très loin son idée pour réussir à les réunir. Donc souvent moi j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de petit forçage scénaristique comme ça, où il prêtait pas trop attention, on pourrait dire, à la finesse de son scénario, pas partout, il y a des moments où c'est tout à fait, enfin il y a rien à dire, mais voilà, j'étais pas toujours pleinement enfin je sais pas, frappé par sa dextérité, son style, sa classe, mais voilà ouais. Là où on divergeait un petit peu, c'est que moi j'étais pas tant perturbé en fait par un manque de clarté, un manque d'explication sur certaines actions, sur certains choix, sur l'accident, sur la détresse du parrain et tout. Parce que, bon, voilà, je trouvais une raison plus ou moins cohérente, mais j'appliquais comme ça une raison, une explication. Moi, ce qui me dérangeait au contraire, c'était justement les moments où on expliquait un peu trop ce qui se passait, la voix radiophonique qui explique tout le temps qu'il y a les JO, qu'il faut raser les chiens, machin. Et au contraire, les moments les plus réussis du film, je trouve, c'est les moments où on se prive totalement d'explication, où on assume le côté, en fait, la nature vaut pour ce qu'elle est, en fait. Elle est là, et ça, c'est beau en soi. Il y a un tremblement de terre, à un moment dans le film, lors d'un plan, et c'est tout, c'est un tremblement de terre. Il y a une éclipse, alors là on aurait encore pu aller plus loin là-dessus, sur juste il y a une éclipse et c'est beau. Il y a un moment où il y a une traversée très très belle, que je trouve très très belle aussi, où donc Lang, le personnage principal, est avec son chien, et il traverse en fait une bande de chiens qui les regardent comme ça, et qui les regardent passer, et voilà, c'est des moments comme ça de pure suspension poétique que je trouve extraordinairement beau, et que j'aurais aimé qu'il en fasse plus, quoi. C'est marrant parce que en même temps je te rejoins sur ce que tu dis sur le fait que moi ce qui me dérange précisément c'est quand le film va un petit peu trop loin dans l'explication, et que je préfère les moments où il se laisse aller. Typiquement moi je sais que de loin ce que j'ai préféré dans le film c'est la relation entre Lang et le chien, parce que je trouve que souvent c'est absolument totalement mutique, ça passe par des petites choses, même si des fois c'est fait pour advenir. Quand ça advient, ça me touche, je vois l'interaction entre ces deux corps, notamment parce que un animal au cinéma, c'est toujours aussi un peu beau à voir, parce qu'il y a quelque chose d'une immense naturel qui se dégage de son jeu, que Lang aussi, il a un côté un peu animal, et donc qu'ensemble, ils interagissent, notamment par exemple la scène de la grêle, où alors que Lang garde le chien, ayant peur qu'il ait la rage, et un jour, il se met à grêler, le chien souffre d'être attaché dehors, et il le fait rentrer. Et de là, naturellement, le chien ne l'attaque pas, il se repose sur une chaise, il s'assoit, et voilà, il se repose. Et Lang, confus, s'attendant à ce que le chien allait l'attaquer, ne sait pas trop quoi faire, il laisse le temps se passer, et naturellement, le chien s'installe, lui aussi, il s'installe une sorte de relation. Et ça me semble d'une limpidité assez belle. Mais je trouve que le film use trop souvent de scènes poétiques. Enfin, moi, je les vis comme ça, tiens, ça va être le moment poétique dans le scénario. Typiquement, le coup de l'éclipse.
Enfin, je pense à l'amour ouf devant le film et je me dis tiens, c'est le moment un peu poétique. Pardon, je te coupe. Je pense que ce qui accentue cette impression un peu négative là, c'est aussi la musique qui, je trouve, en rajoute une couche. En plus, c'est une musique occidentale, pop, rock de Pink Floyd, et qui donne un effet très clipesque en fait à toutes ces scènes-là, alors que ça pourrait être autre chose. Ça pourrait vraiment être perçu comme si on changeait un tout petit peu la ligne narrative et la bande son. Il pourrait y avoir vraiment une énergie un peu méta, mais dont on adhère complètement. Ouais. Mais je vois, parce que moi aussi j'étais un peu dérangé par ce côté très musical, très clipesque. Ouais. Et j'ai repensé devant le dernier plan du film, dont je vais pas spoiler la nature scénaristique, mais plutôt la nature formelle, à un film que déjà j'avais pas aimé, qui s'appelle Perfect Days de Wim Wenders. Parce que c'est vraiment un peu la même nature de plan final, c'est-à-dire que tout du long du film, on est un peu lointain du personnage, on le constate être triste. Et le dernier plan, c'est le personnage tristoun nous donne enfin un sourire. En plan plus rapproché, on prend un peu de plaisir. Et je trouve ça un peu... je trouve ça très naïf, quoi. Enfin, vraiment, je trouve que le film a tellement souvent de belles idées pour faire ressentir l'émotion du personnage sans le faire jouer, enfin, sans jouer physiquement l'émotion ou sans le faire parler, qu'à la fin, il y avait mille et une autres façons plus belles de finir que juste une sorte de sourire forcé comme ça de « mais si, regardez ». Mais là, la fin dure hyper longtemps, on dirait que ça s'étire un peu à l'infini, c'est long. Mais je trouve qu'il y a pas mal dans ce film de moments où, je sais pas, ça patine un peu. Il y a des séquences belles, indéniablement, je trouve, mais je sais pas, l'ensemble n'est pas vraiment satisfaisant, à mon avis. Ce qui m'a... Je pense aussi à je sais pas, même à la première scène, par exemple. Enfin, le premier plan, effectivement, est pas mal. Mais en fait, j'ai jamais arrêté de penser dans le film... C'est un problème dont on parlait Nayan après, mais qu'aujourd'hui j'arrive plus à croire à ce qu'on voit dans l'image, parce que vraiment, parce que je me dis j'arrive pas à savoir jusqu'où il y a des effets spéciaux ou pas. Et apparemment il dit qu'il y a aucun effet spécial, donc tu t'es dit voilà. Peut-être que tous les chiens mais moi en fait mais même ça. si pas tous les chiens ne l'étaient pas, si je me dis, je sais pas, il y a le tigre, j'y crois, mais pas jusqu'au bout. En fait, je me pose la question, du coup ça me gâche souvent ce genre de film. Est-ce que ça c'est la faute du cinéaste c'est la faute du cinéma, c'est le cinéma qui a évolué de cette façon. C'est ça, mais est-ce que l'enjeu du coup c'est pas pour les cinéastes de se dire en fait il suffit pas de montrer des choses, mais aussi de les mettre en scène, c'est-à-dire que si je mets quelque chose d'impressionnant, en l'occurrence un tigre ou une meute de chiens, en fait il faut que je sache soit bien le cadrer, soit bien le montrer, soit bien l'éclairer, parce que de toute façon le seul fait qu'ils existent, qu'ils soient dans le champ ne suffit plus, parce que voilà. Mais c'est très juste, moi je suis assez d'accord avec toi, mais c'est saisir la réalité de l'objet. C'est vrai, mais comme c'est un film qui est, notamment dans ses séquences animales, qui sont les plus métaphysiques de toutes, c'est précisément un moment, comme c'est pas réaliste, où on se dit, quand je sais pas, le tigre marche dans la rue, moi j'ai l'impression, je sais pas, j'arrive pas à voir l'enregistrement d'un acte où la nature reprend ses droits dans une ville comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couches de cinéma, de construction, de fabrication. Mais c'est bête parce que a priori c'est pas le cas. J'ai eu la même sensation que toi, notamment devant le plan avec le lapin. Oui, moi j'ai pensé à ça. Le lapin et le tigre, je ne fais que me dire, est-ce que c'est un vrai lapin ou pas ? Et j'étais en dehors de la scène. Et donc en fait tu dis que t'as raison, c'est pas forcément la faute du cinéaste, mais c'est de sa faute si, mais je dis pas que c'est le cas vraiment ici, mais il pense pas que c'est immédiatement quelque chose qu'un spectateur d'aujourd'hui se dit, parce qu'on sait que c'est comme ça, on sait que le cinéma aujourd'hui ne peut plus te faire croire que c'est enregistré, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est pas ce qui... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout ce qui est ressorti. À aucun moment, je me suis dit, peut-être parce que j'ai été convaincu de la technologie, peut-être, tu vois. Mais c'est aussi parce que moi, ce qui m'intéressait plus dans les plans de la meute de chiens, du tigre, mais surtout de la meute de chiens, c'est en fait comment c'est cadré et les mouvements de caméra et tout ça. Et c'est là où je trouve chaque choix de cadre, c'est cadré en scope, donc t'as à la fois des plans magnifiques de paysages du désert de Gobi, je crois. Enfin voilà, et moi c'est plutôt ça qui est ressorti, et
et quand je vois cette meute de chiens, je me dis pas ah cette meute de chiens elle est impressionnante, je me dis ah le cadre de cette meute de chiens est super beau. Oui, mais c'est vrai que c'est là qu'il faudrait tendre en fait. Il faudrait tendre à presque réussir à s'en foutre de la nature des effets spéciaux et de profiter de qu'est-ce que ça crée concrètement, matériellement. Mais c'est vrai que vu que le film parle autant de nature, moi j'ai toujours aussi un rapport de saisir la nature de ce qui m'est montré. Et le chien, génial, vraiment formidable. En plus, cette race qui a été choisie, le chien tout sec, tout maigre, qui avance comme ça. Mais typiquement, encore une fois, le lapin et le tigre, moi j'étais vraiment là, mais je ne saisis pas le réel de ce lapin. On est un peu exigeant, mais c'est une question, je pense on touche du doigt, on est dans le cœur du débat parce que cette séquence de la cage renvoie directement à la séquence du cirque de Charlie Chaplin dont Bazin a fait un élange dans son montage interdit. Donc en fait c'est la séquence, donc je parle de Chaplin, la séquence par excellence du cinéma sans artifice, quoi. C'est-à-dire on fait vraiment les choses comme elles sont. Est-ce que tu peux peut-être remettre en contexte la petite séquence ou l'article de Bazin? Je sais pas si un de vous deux l'a en tête. Mais... Oui, je pense qu'il y a juste Charlie Chaplin dans une cage avec un lion et voilà, il y a une série de gags comme ça où il est vraiment dans la cage avec le lion et Bazin dit, c'est dans un texte qu'il a nommé montage interdit où il dit que en fait si on veut y croire il faut que les deux éléments soient dans le même champ, dans le même plan. Sinon il y a trucage possible. Sinon il y a trucage et on n'y croit plus. On n'a pas la perception le pacte est brisé. Quoi. Du danger pour l'acteur ou pour le tigre éventuellement. Oui, si on fait un champ contre champ entre Chaplin face au tigre, face à Chaplin, face au tigre, on se dit ils les ont filmés à part, où on ressent en tout cas l'espace de la caméra entre les deux qui... Mais aujourd'hui ça tient plus la route, quoi. C'est plus vrai. Puisque même si on voit, on l'a vu d'ailleurs dans plein de films, un personnage dans un même cadre qu'un alligator. Que lui-même. Que lui-même, c'est ça, c'est le dernier. Dis donc, le montage interdit, là, putain, Bazin, il tomberait de sa chaise. C'est possible à Robert Pattinson quand il fait. Mais du coup, je me demande comment est-ce qu'un cinéaste pourrait réussir à rendre réel ces objets dont on se demande s'ils sont faux ou pas. Et je pense que ça peut beaucoup passer par le toucher du comédien. Enfin, l'interaction entre les deux. Typiquement, à l'instant où il touche le tigre et que le tigre réagit, tourne la tête, j'y crois en fait. Je vois l'interaction. C'est l'interaction entre les éléments. Et le lapin, lui, il est jeté directement dans la cage, on le voit bondir, mais jamais on le voit faire autre chose. Je sais pas, interagir avec le tigre, avec une barre, autre chose que le sol. Mais là, je pense maintenant, ça n'a rien à voir en fait, c'est pas vraiment lié au débat, mais je pense au fait que presque toutes les séquences de violence sont hors cadre dans le film. Y compris, vous vous souvenez, y compris la scène du lapin, c'est marrant ça, parce qu'il y a le moment où il y a un tabassage de chien qui a l'air très impressionnant, qui est uniquement sonore, parce qu'il a lieu derrière un mur, un tout petit bâtiment. Mais le lapin aussi, dès qu'il sort du calme, il y a le chien le prend, la trappe. Et c'est super bien calculé ça, parce que c'est vraiment à la limite du cadre. Ouais, absolument. Mais c'est pour ça que quand moi je me disais, mais tu vas me dire, t'es rabat-joie, et ton œil te joue des tours, mais si, de toute façon c'est facile à faire, puisque si le lapin il faut, ils peuvent le faire n'importe où. Il le décide. Mais je crois que on s'en fout. Mais en fait, moi je serais d'accord avec vous si je sentais dans l'intention du réalisateur le côté impressionnant de ce qu'il montre. Or, à aucun moment dans le film, j'ai été fasciné par ce côté-là, quoi. À aucun moment, j'ai l'impression qu'il me dit « Regardez mes super chiens, regardez mon super tigre ». Oui, je suis d'accord. Je crois que quand il y a, par exemple, cette scène que j'ai trouvée très belle aussi, où il traverse au pas. Là, il y a une monumentalisation de la horde des chiens, les chiens même qui se découpent comme les Indiens dans les westerns sur le trait de la crête, là. Enfin, sur la crête. Et en fait, mais c'est un choix esthétique de mettre une sorte de voile, c'est ça, métaphysique, un peu divin, divin, c'est pas bon terme, mais c'est une puissance, pardon. Oulala. Tu vois, mais c'est justement cette dimension divine, poétique, métaphysique qui prime sur la fascination visuelle, tu vois, sur le côté regarder comment ils sont beaux, comment. Tu vois, c'est pas, je sais pas, pour donner un exemple, un effet spécial à la fin du film d'André Arnold, Bird, où là on cherche le réalisme, l'effet spécial aujourd'hui a envie de mimer le réel, quoi.
Et là, j'ai pas l'impression que Oui, ce oui. soit vraiment ça. Mais Ouais. c'est drôle parce qu'à la fin de la séance, tu as dit un truc qui me paraissait juste déjà, mais qui me paraît encore plus juste maintenant. Tu as dit c'est un mélange entre Oui. je sais plus quoi et Elia Suleiman. Jazz Anke. Jazz Anke, voilà, Ouais. c'est ça. Qui d'ailleurs joue dans le film. Et en fait, je m'étais fait la même réflexion autour de cette question de l'animal potentiellement faux. Et dans un film d'Elia Suleiman, donc réalisateur palestinien, qui s'appelle It Must Be Heaven, je crois, il y a une scène au début où il est à son bureau en train d'écrire un scénario. D'ailleurs, tu le disais parce que c'est un personnage mythique, tu pourras développer après. Et il y a un tout petit oiseau qui vient se poser à son bureau et il y a des scènes comme ça qui se jouent, l'oiseau par la fenêtre, donc c'est censé être une scène poétique et ça peut l'être, mais moi enfin le fait que je pense honnêtement, je suis pas sûr, mais je pense que dans le film de Suleiman c'est truqué parce que c'est trop, enfin peut-être je me trompe, mais ça paraît fou tout ce qu'il fait avec l'oiseau, mais je me dis mais c'est dommage parce que c'est tellement une source d'émotion dans les films qu'on connaît, enfin on pourrait dire purement analogique, enfin physique, de voir des animaux et enfin de voir en fait cette part de la nature qui est pas domptable, qui est pas assignable à des règles cinématographiques comme ça. Ouais, est-ce que The Deer Hunter serait aussi émouvant s'il était filmé en numérique, quoi? Ouais, Parce bah ouais, que c'est si ça, on avait c'est le ça. doute sur l'existence Bah oui. du Tu cerf. sais que De Niro il était là avec son fusil, qu'il a pointé un cerf, c'est ça qui est touchant. Et enfin bref, non mais c'est un débat qui est intéressant Ouais. sur le cinéma d'aujourd'hui. L'Odyssée de Comment Pi, je pense, pourrait être au cœur de ce débat. Oui, voilà, c'est ça. Mm. C'est ça. Mais Comment bien filmer les bêtes. Mais justement, il me semble que souvent, enfin, ce que je disais sur l'interaction, enfin le contact, j'ai l'impression que c'est aussi pas mal au centre du travail des animateurs et des VFX artistes. Par exemple, je repense à Okja de Bong Joon-ho, où la créature, je sais qu'elle est numérique, mais pour autant j'y crois parce qu'ils passent leur temps à interagir ensemble. Parce que la petite fille, elle le caresse, elle monte sur lui, elle réagit, enfin son nez réagit quand elle le... Enfin, il y a une interaction qui fait que presque j'achète plus la créature fausse d'Okja que le vrai lapin de Black Dog. Ouais, mais là, la différence, c'est que le spectateur sait tout de suite que c'est faux, parce que ça n'existe pas dans la créature d'Okja. Oui, mais je veux dire, j'y crois plus. Oui, je crois plus au truc numérique qu'au truc réel. Ouais. Ce qui est pourtant une forme d'aberration à dire, quoi. Enfin, pour aborder d'autres éléments du film, moi, ce qui m'a aussi un peu intrigué, ou j'ai trouvé dommage, c'est que je trouvais que souvent les éléments comiques, parce que c'est un film aussi parfois drôle, quoi, tomber assez souvent à l'eau. Je parle de toute cette scène, enfin je veux surtout faire référence à cette scène que j'ai jamais compris. C'est ça que je dis de l'explication. C'est pas que moi j'attendais les explications, c'est que je m'attends quand même à un minimum de crédibilité. Et je comprenais pas, il y a ce moment où il arrive au bout, on dirait, du village, d'une route qui s'arrête, et on sent qu'il veut passer de l'autre côté. C'est très clair dans l'image, on le voit qu'il y a un chemin, juste, il suffit de descendre, il y a vraiment un chemin juste à côté qui permet de faire ça, et donc il s'obstine à vouloir le faire, et c'est l'occasion de deux gags, notamment à la toute fin du film. Je trouvais que ça n'a rien à faire là, c'est trop bizarre. Alors c'est pas du tout mon humour, mais je sais pas qui rigole devant ça, mais bon, peu importe. Et je me demandais pourquoi il avait... Après le gag je le trouve marrant parce qu'il pendant tout le film il galère à faire marcher sa radio sur sa moto. En plus il fait passer du Pink Floyd, il est fan de Pink Floyd, il porte des t-shirts de Pink Floyd tout le temps. Sa moto est taguée Pink Floyd. Il a une petite radio qu'il n'arrive pas à faire fonctionner, et en fait le moment où il se casse la gueule, en plus il se casse vraiment la gueule parce que la chute est hors champ, mais tu le vois tomber, et tu te dis putain là ça doit faire mal. Et en fait pile à ce moment là, quand sa moto chute, on entend la radio et le morceau de Pink Floyd s'enclencher, et je pense que rien que pour ça la scène mérite d'être là. Non, je suis d'accord que ça, la première fois qu'il le fait c'est un peu drôle, la deuxième je trouvais que c'était on a compris, et surtout c'est un peu une blague, j'ai l'impression, de film. Ça n'a rien à voir avec ça, mais quoi que maintenant que je sais qu'il fait des blockbusters aussi, il faudra voir à quoi ça ressemble, mais de films, j'allais dire, de blagues, de films Marvel. À la fin du film, vous vous rappelez, on le voit prendre plus d'élan, on dit cette fois il va y arriver, il y a la musique et tout, il démarre, il laisse le chien de l'autre côté, puis en fait il se casse la gueule quand même. Un peu Spider-Man 1 quand il n'arrive pas à tisser ses toiles. C'est ça, c'est ça. Bref. Mais bon. Un point que j'aime beaucoup, et un autre point qui m'a un peu gêné. Donc peut-être d'abord le point que j'aime beaucoup, mais très rapidement, parce qu'on a parlé du cadre et tout, mais pour donner un exemple que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on a parlé des cadres de paysage et tout. Il y a aussi les cadres qui mettent en relation l'homme et l'animal, et donc en l'occurrence Lang et son chien. Et en fait, c'est
beaucoup de moments où le personnage va se mettre à hauteur de chien et la caméra aussi. C'est-à-dire qu'ils vont être dans 2 plans différents du même plan, enfin, un en avant-plan et un en arrière-plan, et donc on va filmer le personnage comme ça. Et ensuite la caméra va descendre et on va apercevoir le chien qui était au premier plan. Et puis ensuite l'homme va s'avancer et va se baisser pour qu'il apparaisse lui aussi dans le champ. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très somptueux, de très délicat dans cette mise en relation comme ça avec ces mouvements. J'adore ces mouvements comme ça parce que de manière purement technique, un mouvement descendant c'est toujours très bien parce que comment dire, en termes de perspective, toutes les lignes, on a beaucoup l'habitude de lignes qui bougent dans le sens horizontal, mais là toutes les lignes, le fait de changer de hauteur, ça apporte quelque chose de très, une dynamique très différente et que j'aime beaucoup. Et un point plus critique, c'est toujours en termes scénaristiques, c'est qu'il y a beaucoup de moments où non seulement il y a beaucoup de moments hors champ, mais il y a beaucoup de moments qui sont ellipsés. Et je trouve que c'est un peu un symptôme dans un cinéma d'auteur comme ça qui veut faire une économie de beaucoup de choses, qui veut pas être trop dans l'outrance, tout le temps dans le silence et tout. Et ben là, j'ai l'impression qu'il nous prive aussi d'émotions potentielles. Et il y a beaucoup de scènes comme ça un peu intenses qui ont été complètement ellipsées. Notamment une scène, c'est vers la fin du film, où... j'ai un trou d'ailleurs. Mais c'est une sorte d'altercation avec le groupe mafieux. Et en fait, on a l'avant, on a l'après, mais on n'a pas du tout cette scène-là. Et donc, on comprend après, notamment avec une vidéo. Oui, c'est ça. Avec une vidéo où on lui montre tout ce qui s'est passé cette soirée-là. Une vidéo sur portable. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas montré la scène ? On aurait beaucoup plus compris, on aurait beaucoup plus été à proximité du personnage. Oui, j'ai presque l'impression que des fois, le film est pris dans les propres pattes de ses idées de mise en scène, à tout éclipser niveau violence, à tout mettre hors champ. Des fois c'est juste un peu confus. Des fois à forcer le mutisme de son personnage, on sent que à des moments c'est un peu artificiel et que ça marche pas très bien.